Il est 20h, à la suite de votre émission en direct avec William Dab. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes épidémiologiste, ancien directeur général de la santé. Pour m'accompagner et vous interroger, Caroline Dieudonné. Bonsoir Caroline, Bonsoir, du service santé de BFM TV. Je voudrais, monsieur Dab, tout d'abord vous faire réécouter le président de la collectivité territoriale de Guyane que j'ai interviewé il y a quelques instants. Christiane Taubira, qui est une autorité morale en Guyane, a refusé de se prononcer pour la vaccination parce qu'elle a expliqué qu'elle n'avait pas suffisamment d'informations. J'ai posé la même question à ce monsieur, je vous propose de l'écouter. Je ne peux pas appeler clairement la population de Guyane à être vaccinée parce que je ne suis pas particulièrement convaincu que c'est la démarche qu'il faut que j'initie aujourd'hui, dans la mesure où je vous le dis que ce sujet-là ne faisait pas partie de ma campagne et qu'au sein de ma majorité, il y a autant de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées et que je me dois de tenir sur cette position d'équilibre. Comment vous réagissez à cette prise de position ? De deux façons. Nous avons plus de 4 milliards de personnes vaccinées aujourd'hui dans le monde. 45% de gens non vaccinés, mais ça pose un certain nombre de problèmes, mais on a 4 milliards de gens vaccinés. Au plan international, les données sont absolument claires. Quand le taux de vaccination augmente, la fréquence de la maladie diminue dans tous les pays, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les villes. Deuxièmement, c'est un département français. La Constitution s'applique. Nous avons un principe de précaution qui demande au pouvoir public d'agir pour préserver la santé et l'environnement. Ici, il n'est pas respecté. La Constitution n'est pas respectée. Ces gens prennent une énorme responsabilité parce qu'ils pèsent. Ils sont respectés sur leur territoire, mais pas que sur leur territoire, dans le pays. Madame Taubira est quand même quelqu'un de très respecté. Et cette position-là, qui va amener à tuer des gens, n'est pas responsable. Ça vous a choqué pour dire la chose clairement ? Tout à fait. Je voudrais qu'on parle de la rentrée scolaire. Caroline, on va regarder ça grâce à vous, William Dab. Est-ce que vous avez observé un effet de la rentrée scolaire sur l'évolution de la pandémie ? Alors, c'était une crainte, pour dire les choses. Oui, et je pense que ça reste une situation où il faut être vigilant. Bon, on peut commencer par une bonne nouvelle. La situation globalement en France, dans à peu près tous les départements, sauf les Bouches-du-Rhône, est favorable. Le fameux coefficient R est de 0,7. Ça veut dire que 10 personnes en infectent 7 autres. Donc c'est inférieur à 1, donc l'épidémie régresse. Nous avons aujourd'hui 300 personnes hospitalisées, 70 admissions en réanimation, 60 décès. Ça fait longtemps que la situation n'avait pas été aussi favorable. Et d'ailleurs, on peut remarquer que cette 4e vague, c'est la première des vagues qui diminue, qui reflue, sans confinement et sans couvre-feu. C'est un effet de la vaccination et du fait qu'on continue de respecter les mesures barrières. Beaucoup de gens continuent de les respecter et ils ont raison. Mais ça vous a surpris la vitesse à laquelle justement les indicateurs ont baissé ? Non, compte tenu du nombre de vaccinés, c'est tout à fait ce qui était attendu. Mais ce qui est également attendu et qu'on voit très clairement dans les données, c'est qu'actuellement, les jeunes de moins de 20 ans sont une des sources principales de circulation du virus. C'est 35% des contaminations, 5% des hospitalisations, 35% des contaminations, c'est le virus Delta, touche les jeunes. Touche les jeunes pourquoi ? Parce que le virus va aller attaquer là où il n'y a pas de défense. Comme les jeunes de moins de 12 ans ne sont pas vaccinés, le virus attaque là. Donc il faut être vigilant parce que les enfants ramènent le virus à la maison, les gens vont ramener le virus dans les transports et au travail. Donc on reste quand même dans une situation favorable, mais dans laquelle il faut rester vigilant. Est-ce que vous diriez que cette rentrée, en gros, a été bien gérée ? C'est-à-dire qu'elle aurait pu conduire à un rebond qui n'a pas eu lieu, ou en tout cas pas aussi important qu'on aurait pu le craindre. Oui, enfin la rentrée, elle est pas terminée. Oui, on a eu les premiers chiffres. Mais on n'a pas de flambée.
notamment en milieu scolaire. Oui, réjouissons-nous. Alors, si je fais le lien avec ce que vous venez de dire, William Dab, cette initiative donc, du gouvernement que les enfants de moins de 5 ans, c'est ça 5 ans, hein, Caroline, quittent le masque ou moins... Donc on passerait au protocole 1 pour les Voilà. départements qui sont sous le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants pendant une durée de 5 jours. Et donc, avec comme conséquence qu'à l'école primaire, on pourrait enlever le masque. Est-ce que c'est une mesure qui vous semble appropriée? On peut envisager de baisser la garde. La situation est favorable. Quand la situation est favorable, laissons les gens récupérer. Ça ne me choque pas, mais il faut rester vigilant et il y a des conditions à cela. Parce qu'il n'y a pas que le masque qui protège. Il y a la densité dans les classes et l'aération. Une mesure systématique de dioxyde de carbone dans les classes pourrait aider à piloter ça. Certains pays ont équipé toutes les écoles de tels capteurs. Pas nous. En tout cas, c'est très hétérogène sur le territoire. Donc, premièrement, garder les mesures barrières, les mesures d'aération. Ensuite, il faudrait tester. D'ailleurs, plutôt que de fermer les classes, il vaudrait mieux avoir une politique de test. Là, la règle reste la même. Hein. L'avis du Conseil scientifique qui vient de publier son avis sur la rentrée scolaire et qui Les deux insiste, conseils scientifiques. sur ce dépistage, oui. Hein, il y a eu un délai de publication difficile à comprendre, mais il est publié. Et le Conseil d'orientation vaccinale et le Conseil scientifique du gouvernement nous le disent. Il faut des enquêtes répétées pour suivre la circulation du virus, notamment chez les jeunes. Et plutôt que de fermer les classes, quand on a un cas positif, il vaut mieux tester tous les enfants de la même classe d'âge dans l'école. On évite de fermer les classes et on isole les enfants qui sont positifs. Ça, ce serait une bonne gestion. Je reviens à la phrase que vous avez prononcée, elle me marque. Parce que je vous ai déjà reçu dans cette émission. Nous avons longuement échangé sur cette pandémie. Vous avez dit, à l'instant, nous pouvons un peu baisser la garde. Oui. Ça fait 1 an et demi. Là, vous estimez que ça y est, nous pouvons enfin un peu respirer. Parce que vous voyez, vous lisez, vous écoutez évidemment, et sans doute encore plus que nous, que ce serait la fin de cette pandémie. Écoutez, c'est comme la météorologie. Si vous me La suite demandez, ne va pas être hyper optimiste. Alors. si vous me demandez le temps à 10 jours, je vais vous le donner avec un indice de confiance très fort. Si vous me demandez le temps dans 1 mois, je ne peux pas vous le dire. Cette pandémie, c'est ça. C'est pas confortable, mais je pense qu'il vaut mieux le dire. Il y a ce variant Delta. Quel sera le prochain variant? Quelle sera sa configuration? Déjouera-t-il la vaccination? Sera-t-il plus contagieux, plus grave, moins contagieux, moins grave? On ne le sait pas. Mais profitons de cette période. On a tous besoin de respirer. C'est pas la peine d'avoir des contraintes très fortes quand la situation est favorable à 2 conditions: rester vigilant et être très réactif. Oui, Caroline. Et puisque vous parlez de météo, est-ce que vous craignez justement un impact de cette météo? On sait que en hiver, voilà, là on est en automne, mais effectivement, Arnaud Fontanet, par exemple, sur notre antenne, il y a quelques jours, elle disait que si on mettait tout ensemble les conditions climatiques, le réservoir de population qui n'est pas immunisé, et puis la baisse de l'efficacité contre l'infection du vaccin avec le temps, eh bien, ça pouvait participer au redémarrage épidémique. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je le partage tout à fait. La relation entre le froid, l'humidité et la circulation du virus n'est pas claire. Les observations au plan international sont très divergentes. Mais ce qui est clair, c'est que quand la température diminue, nous sommes plus à l'intérieur. Et donc nous sommes plus exposés au virus. On n'a aucun cas de contamination sur les terrasses de café, dans les restaurants, dans le monde entier. Ça n'existe pas d'être contaminé dans la rue, sur une terrasse de café ou de restaurant. Mais quand il fera moins beau, on sera plus dans des lieux clos, moins ventilés. Et c'est surtout ça, je pense, qui joue et qui fait que en automne et en hiver, on a une poussée de la maladie. Je reviens sur la question des variants. Vous dites avec
beaucoup de retenue. Vous avez sans doute raison qu'il faut attendre de voir ce qui peut advenir. Tout de même, nous observons évidemment les variants qui naissent ça et là. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont plus inquiétants que d'autres? Oui, il y en a un sur lequel l'Organisation mondiale de la santé a appelé son attention, qui est le variant dit MU, la lettre grecque MU, qui est actif en Colombie. Alors, est-ce qu'il va supplanter le Delta, notamment dans les pays occidentaux et dans les pays de l'hémisphère nord? On ne sait pas le dire aujourd'hui. C'est quoi son truc à lui? Parce que nous avons tous découvert la pression de sélection, c'est-à-dire les variants qui se battent, le virus qui se développe pour que le plus costaud, pardonnez-moi pour la vulgarisation du propos, mais survive et l'emporte. Quelle est sa caractéristique à ce MU? Il est plus contagieux. Et dans quelle proportion, on le sait? Les études qui viennent de Colombie sont partielles. Il est un peu plus contagieux que le Delta. Mais l'arrivée d'un nouveau variant plus contagieux sur un territoire donné, est-ce que ça ne doit pas nous conduire collectivement à maintenir des mesures de sécurité, je veux dire, de déplacement de population? Là, on voit que les vols internationaux reprennent, que les États-Unis accueillent à nouveau des gens. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ça particulièrement? Oui, mais je pense qu'il faut grader les mesures à la situation. Parce qu'on ne va pas passer notre vie à s'isoler de ce virus. À peu près dans le monde entier, la pression épidémique diminue. Et après, il y a d'autres. Il faut que l'économie reprenne, il faut que les écoles reprennent, que les échanges reprennent. Tout ça est important dans la vie également. La lutte contre l'épidémie ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre vie. Donc quand c'est possible, allégeons les contraintes. Ça ne me choque pas du tout, à condition de surveiller très attentivement, d'être vigilant, de prévenir la population que non, ce n'est pas nécessairement derrière nous, et que si on allège les contraintes aujourd'hui, malheureusement, il faudra peut-être les reprendre demain. C'est agréable pour personne, mais il faut que les gens soient prêts à cela. Mais qu'aujourd'hui, on lève la garde, ne me choque absolument pas. Même dans un contexte où on voit, par exemple, qu'en France, la population maintenant a un très haut niveau de vaccination, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Est-ce que ça vous inquiète ? Je vais vous dire que ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a encore 15% des personnes éligibles à la vaccination en France qui ne sont pas vaccinées. Et ce ne sont pas des anti-vaccins. Il y a des personnes très isolées, il y a des exclus, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les solutions numériques, qui ne vont pas aller prendre des rendez-vous sur Doctolib. Ces personnes-là, maintenant, pour les atteindre, il faut aller au-devant d'elles. Et est-ce qu'on a fait suffisamment pour ça ? On n'a pas fait suffisamment parce que, ça fait 18 mois que je le répète. Ah oui, j'allais vous dire ça, justement. Nos forces de santé publique sur le terrain sont insuffisantes. Il faut des professionnels formés, aguerris, pour pouvoir aller vers les gens, créer une relation de confiance pour les convaincre de se faire vacciner. Là, 85% des personnes éligibles sont allées vers les centres de vaccination, les pharmacies, leurs médecins. Les autres, je dirais qu'il faut quasiment aller les chercher un par un avec des équipes de santé publique sur le terrain. Ce que font nos voisins espagnols, par ailleurs. Absolument. Un résultat bien plus efficace que nous. Et ce que les Danois ont fait également, remarquablement. Mais ça veut dire qu'on n'a pas mis les moyens, William Dab. Vous connaissez, vous êtes un ancien directeur général de la santé, vous savez comment fonctionne la machine. Alors, il ne suffit pas juste de mettre les moyens et puis 10 jours après, il se passe que former des professionnels de santé publique, ça prend un certain temps. Donc, je fais partie des gens et beaucoup d'autres qui, dès la fin du confinement de 2020, ont dit il est urgent de former ces équipes de terrain. Le ministre avait annoncé des états généraux de la santé publique. Ils ne sont pas venus. Et là, il a donné une mission à quelqu'un qui est très respecté, qui est le président du Haut Conseil de la santé publique, qui est en train de réfléchir à la santé publique de demain. Tout ça va prendre du temps. Il ne suffit pas d'injecter des centaines de millions d'euros. Il faut lancer un grand effort de formation, un effort d'organisation au niveau des agences régionales de santé. Il faut profiter de cette accalmie pour que si par malheur on a une 5e vague,
on soit capable d'agir dessus très rapidement. Je voudrais votre sentiment, s'il vous plaît, sur un chiffre. Alors, il n'est sans doute pas complètement précis parce que les relevés sont compliqués. 0,9% sont les suspensions a priori de personnel soignant en France. Parce qu'ils n'ont pas souhaité se faire vacciner, c'est désormais effectif. Si on n'est pas vacciné, soignant, on est suspendu. De quel côté vous vous situez ? Est-ce que vous vous situez du côté qui dit c'est trop, c'est incompréhensible, ou de celui qui dit 0,9 sur 2 700 000 soignants, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Bon, on va dire c'est epsilon. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est ces 0,9%, pourquoi ils ne sont pas vaccinés. Il ne faut pas complètement oublier qu'il y a des contre-indications vaccinales. Voilà. Faut pas. Elles ne sont pas fréquentes, mais il y en a. En particulier les antécédents d'allergies graves. Ça, ce n'est pas une maladie rarissime. Bon. Est-ce que ces personnes ne sont pas vaccinées du fait des contre-indications médicales ou est-ce qu'elles ne sont pas vaccinées par refus de la vaccination ? Le code de déontologie est très clair. Il faut d'abord ne pas nuire. Un soignant ne peut pas contaminer ses malades, les personnes qu'il soigne. C'est impensable. On n'a pas plus de détails sur ce chiffre qui nous a été communiqué par le ministère de la Santé, juste qu'il regroupe des personnels soignants et non soignants. C'est intellectuellement, ça vous dépasse ou vous le comprenez que certains soient réticents, soignants et réticents ? Oui, ça me dépasse vraiment. Oui, ça me dépasse. Je pense que ces gens doivent faire un autre métier. Alors, il y a un autre sujet, d'ailleurs, qui est très présent chez les anti-vax, anti-pass sanitaires, sont les traitements. On entend beaucoup, mais vous voulez nous faire vacciner alors qu'il y a des traitements qui existent. Alors, je vois votre mot, ça n'est pas exactement le cas, et on a appris aujourd'hui que l'OMS recommandait un 3e traitement, le Régénéron. Alors, tout ça est extrêmement compliqué, mais en gros, les traitements existent. Que pouvez-vous nous dire ? Ils existent dans une certaine mesure, justement, c'est le sens de ma question. Que pouvez-vous nous dire de ce qui existe et de comment ça fonctionne ? Il y a une séance très intéressante cette semaine à l'Académie des sciences. Oui, il y a une centaine de molécules, nouvelles ou anciennes, qui sont en cours de test. Mais en phase 3, c'est-à-dire de médicaments testés chez l'homme, il y en a 2 ou 3 actuellement. Avec des résultats attendus d'ici la fin de l'année. Bon. Reste à savoir si ces médicaments seront préventifs ou curatifs. Et ça, c'est trop tôt pour le savoir. On n'a pas les données, on n'a pas les études. Elles sont en cours. Donc, renoncer à la vaccination aujourd'hui pour mettre tous les espoirs sur les traitements en spéculant sur le fait qu'il n'y aura pas de résistance. Il y a très très peu de virus qui sont sensibles à un seul médicament. Pour le virus du sida, comme vous le savez, il faut associer 3 molécules pour avoir un succès qui est quasiment miraculeux. Mais il a fallu associer 3 molécules et parfois 4. Il est très rare qu'un seul médicament arrive à éradiquer un virus. Regardez, on avait eu le cas pour la grippe, 2 antiviraux, antigrippaux ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. Les résistances se développent très très vite. Mais est-ce que là, vous croyez encore à de nouveaux médicaments ? Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait eu beaucoup de tests, vous l'avez dit, avec du repositionnement de médicaments existants. Ah oui, non, mais je pense que l'effort de recherche thérapeutique au plan international est considérable. Et donc, il va finir par donner quelque chose. Ça, je suis optimiste là-dessus. Malheureusement, vraisemblablement, moins vite que la mise au point des vaccins d'une efficacité miraculeuse. Si l'on tente de remonter aux origines du virus, alors c'est un travail que fait l'OMS évidemment, que font l'ensemble des gouvernements pour tenter de comprendre, et les scientifiques évidemment. Vous avez vu ces publications récentes qui parlent de la chauve-souris. Oui. J'essaie une nouvelle fois de vulgariser, de ne pas dire de bêtises sous votre regard, mais des virus voisins, cousins du SARS-CoV-2 ont été retrouvés chez des chauves-souris. Est-ce que c'est important ? Et si oui, pourquoi c'est important de découvrir l'origine du virus ? C'est important scientifiquement. C'est important pour prévenir les futures pandémies. Sur le cours actuel des événements, ça n'a aucune espèce d'importance. Que ce soit une fuite de laboratoire, qu'il y ait 1, 2 ou 3 autres intermédiaires, dont vraisemblablement les chauves-souris, c'est de la science. C'est très important pour comprendre comment des virus émergents viennent nous attaquer. Donc c'est pour l'avenir. Ça ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur, ça ne changera rien au fardeau
de cette pandémie. Donc, mais il n'y a rien à aller chercher, c'est la question, il n'y a rien à aller chercher sur l'origine de cette maladie chez ces animaux qui nous permettent de le soigner. Si, non, c'est fondamental, il faut le comprendre. Il faut que cet effort soit fait. Il faut que tous les virus, notamment chez les chauves-souris, soient cartographiés, soient surveillés pour qu'on soit capable de détecter très très précocement la survenue de virus comme le SARS-CoV-2. C'est fondamental. Si on ne tire pas cette leçon de la catastrophe que nous venons de vivre, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, un dernier mot au sujet de cette pandémie. Elle avance et en même temps, la justice avance. La Cour de justice de la République fait son travail. Il y a une instruction qui est en cours. Vous l'avez suivi, évidemment. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, a été mise en examen. Le chef d'inculpation s'est mis en danger de la vie d'autrui. L'instruction continue. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, est concerné. Votre successeur, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, est concerné également. Pas devant la Haute Cour de justice. Non, mais il est concerné par une enquête. La justice travaille. Quelle est votre position, William Dab, sur ces responsabilités et la manière dont ceux qui les portent doivent en répondre? Je ne peux pas vous répondre parce que j'ai été auditionné par la Cour de justice de la République. Donc il y a un secret de l'instruction. Je ne veux pas vous répondre là-dessus. Mais je peux vous dire une chose que j'ai dite aux magistrats instructeurs et que j'ai déjà écrit. Que la Cour de justice cherche des responsabilités individuelles, elle fait son travail. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, sauf de rappeler qu'une mise en examen n'est pas une condamnation. Bien sûr. C'est le fait qu'on enquête. Si on s'en tient là, on ne tirera pas les leçons de la catastrophe que nous avons vécue, qui est une catastrophe systémique. En France, notre système hospitalier et notre système de soins a été héroïque. Notre système de santé publique a failli. C'est une responsabilité organisationnelle. Si on se contente de condamner des personnes en responsabilité, si elles ont fait des fautes, je ne sais pas. Il y a une justice, faisons-lui confiance, elle dira si c'était des erreurs ou si c'était des fautes. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus, je ne suis pas juriste. Mais si on s'en tient là, on ne tirera pas les leçons pour l'avenir, parce que le problème que nous avons est un problème organisationnel et un problème systémique. Merci beaucoup. Merci William Dab d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Caroline.